Bonjour à tous, je suis Laurent Esposito, cofondateur de la société Codein, une agence web open source. On est spécialisé à la solution Ibexa DXP de l'éditeur Ibexa, donc l'éditeur du même nom. On est une agence de 35 collaborateurs répartis entre Montpellier et Strasbourg. Notre identité, c'est l'expertise technique. Sur quelques points clés, nos chefs de projet sont des experts techniques, ce qui garantit une meilleure maîtrise de vos projets et des intermédiaires inutiles. Et il y a une deuxième spécificité pour Codein, c'est qu'on ne fait aucune régie client et aucun offshore. Donc tous nos projets sont réalisés exclusivement en agence. Et ce qui permet de mieux fédérer les équipes d'un point de vue RH, mais également de pouvoir partager les connaissances et de se former entre équipes et de générer de l'entraide entre les équipes. Voilà. On a 4 compétences clés au sein de Codein. Le développement autour d'Ibexa et de Symfony. Donc pour Ibexa et Symfony, on est certifié de ces solutions et on est aussi également partenaire des éditeurs. On a la data, l'hébergement, une offre d'infogérance et d'hébergement, ce qu'on appelle du hosting. Et on a une offre en conseil en système d'information. Voilà, mais ce pourquoi vous êtes là, c'est pour parler de Sandaya, le groupe d'hôtellerie de plein air que vous connaissez peut-être pour ses campings de luxe 4 et 5 étoiles. Sandaya a fait évoluer son chiffre d'affaires de son canal web de manière assez extraordinaire, de 10 à 200 millions d'euros en 4 ans. Et pour vous raconter cette success story, je vous présente Vincent Dussud, qui est le responsable du pôle conseil et stratégie numérique chez Codein. Qui accompagne Sandaya au quotidien et qui en a été le DSI pendant plus de 5 ans même. Voilà. Et je suis également accompagné de Mickaël Colpin, le directeur commercial d'Ibexa France, qui va vous présenter de manière plus large la solution Ibexa sur laquelle est construit le site Sandaya. Je vais laisser la parole à Vincent. Merci, bonjour à tous, merci Laurent. 20 minutes, c'est ça le challenge ? 20 minutes. C'est parti, le chrono est lancé. On va poser ça là pour pas que ça tombe. Et alors, il y avait une petite slide ici, une petite slide là. Là, c'était la présentation de Sandaya. Alors, ce sont des campings haut de gamme, ce pas des campings luxe. Merci. Donc, avec ce titre, il y a des thématiques qui peuvent nous venir à l'esprit. Par exemple, évidemment, le premier réflexe, ce serait de se dire, on augmente les tarifs, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. On est dans le e-commerce, donc évidemment, la question du taux de conversion, ça semble une évidence, essayer de le travailler pour l'améliorer, proposer des contenus personnalisés auprès de nos clients, les identifier et essayer de cibler ce qui va leur convenir et pour améliorer la conversion. Bien sûr, on pose la question de cibler une nouvelle clientèle, envisager de nouveaux produits pour se diversifier. Derrière tout ça, il y va certainement avoir un sujet autour de la gestion des stocks, pas du stock, des produits. Alors, j'ai un aveu à vous faire, je pense que la conférence va être hors sujet. Le salon s'appelle Tech for Retail, mais ici, on n'est pas dans le retail. On est dans le monde du voyage, des vacances. Et donc, ces thématiques existent dans notre univers, mais il faut les redéfinir ou les contextualiser. Par exemple, le panier, nous, mettre un produit au panier, ça n'a pas beaucoup de sens parce que quand les clients viennent sur notre site, ils achètent un produit, c'est un séjour. Le séjour, c'est entre 1000 et 3000 euros. Ils vont pas en mettre 3 dans le panier. Donc la notion de panier, elle n'a pas de sens. En tout cas, elle a fait un sens très, très éloigné. Un autre sujet, le taux de conversion. Le taux de conversion, il est faible, voire très faible. Il est mauvais. Parce que les prix sont élevés déjà. Donc les clients viennent plusieurs fois sur le site. Il faut plusieurs visites avant qu'ils convertissent. Et puis, il est faible aussi parce que pour partir en vacances, il faut poser des dates. Il faut poser des dates de congé qui doivent être cohérentes avec son équipe, avec son travail au niveau pro. Et puis au niveau perso, il faut aussi coordonner sa famille, ses amis, etc. Encore une fois, ça contribue à avoir un taux assez faible. Et ce taux, plus il est variable. Prenons l'exemple de l'été, du juillet-août. Il y a beaucoup de visites sur le site. Et le taux de conversion est absolument mauvais. Pourtant, on saurait exactement ce qu'ils veulent les clients. On pourrait proposer des pages personnalisées, on peut cibler le client, etc. Lui dire, tiens, ça va vous plaire. Mais le problème, il n'est pas là. C'est qu'on n'a pas de stock. En juillet-août, tout est déjà plein. Donc, quand ils viennent, c'est trop tard. Donc,
Là, c'est pas un levier pertinent, enfin, c'est pas un taux pertinent. En revanche, ce qui va nous intéresser sera plutôt, nous, dans notre univers, le taux d'occupation. C'est le nombre d'hébergements libres à un instant donné sur les différents sites. Et c'est plutôt ça qui va nous permettre de personnaliser les contenus. Donc on va s'appuyer, on va cibler ce que veut le client, on va plutôt cibler, nous, ce qu'on a à disposition aux dates recherchées. Si on parle de nouveaux produits, c'est pareil, donc via une nouvelle clientèle, mais déjà, c'est quoi le produit? Ici, le produit, c'est à la fois une destination, c'est un établissement, c'est aussi un hébergement, mais derrière, tout ça, ça suffit pas pour avoir même un tarif. En fait, le produit, il va plus loin. Il faut savoir le nombre de personnes, quelles sont les dates, quelle est la durée du séjour. C'est tout ça qui constitue le produit. Autre particularité, marchandise périssable. En effet, on est sur un produit, c'est comme des primeurs. Une fois que la date de limite de consommation est dépassée, eh bien, le produit, il est invendable. Là, hier, supposons qu'on avait 50 hébergements disponibles sur un camping. S'ils ne sont pas vendus hier, aujourd'hui, on ne peut plus les vendre. Même en faisant une promo, on n'a pas de stock à vendre en discount. Donc le produit, la vente est perdue et c'est une perte sèche. Dernier sujet, augmenter le stock. Alors, c'est génial parce que si on augmente le stock, c'est-à-dire on acquiert de nouveaux campings, de nouveaux établissements, ça permet de s'élargir justement avec des nouvelles destinations et de séduire davantage de clients. En revanche, on ne peut pas appeler un fournisseur pour lui dire est-ce que je peux être livré d'hébergement ou de camping pour dans 2 semaines. Les capex sont considérables pour acquérir ce genre d'établissement. Et une fois que, même si on l'a acheté, ensuite il y a des frais de fonctionnement qui sont aussi très élevés, parce qu'il y a toute une équipe pour faire tourner et puis pour proposer le service final. Et enfin, le délai, c'est pas quelque chose, on peut pas augmenter notre stock dans 2 semaines, c'est quelque chose qui se prévoit 1 an à l'avance. Donc quand on démarre une saison, on démarre avec un stock défini et si on veut l'augmenter, il faudra attendre 1 an. Bien, maintenant qu'on a fait cette mise au point, revenons à notre question de fond. Comment multiplier le CA par 20 ? Alors, j'ai une autre petite confidence à vous faire. Quand on fait ce genre de titres, on essaie de mettre des gros chiffres pour avoir des titres accrocheurs et d'avoir beaucoup de monde dans la salle. On va dire que c'est quasiment réussi. Merci à vous. Donc, maintenant, on est en famille, on va parler des vrais chiffres. Donc, Laurent parlait de 4 ans, c'est pas tout à fait ça. C'était 6 ans, c'était 2017-2023. Au milieu, il y avait le Covid. Donc, pendant le confinement, pour aller en vacances, c'était compliqué. Donc, effectivement, le taux d'occupation n'était pas très bon pendant le confinement. Et puis, c'est pas 200 millions, c'est 190 millions. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va poursuivre l'échange. Enfin, la petite discussion. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour multiplier le CA par 19, il va falloir avoir davantage de stock. Il faut nécessairement plus de marchandises pour pouvoir augmenter les ventes. En 2017, Sandaia, c'était 12 campings. Et en 2023, il y avait 53 campings avec justement l'opportunité de viser de nouveaux marchés avec, depuis 2023, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, en plus de la France. Malgré tout, donc c'est une augmentation significative du produit. Alors, pour information, cette année 2024, il y a 62 campings, donc la croissance continue. Malgré tout, donc ce changement de stock ne nous permet pas complètement d'expliquer ce changement de chiffre d'affaires, parce qu'en réalité, il y a une petite précision que je dois vous donner pour comprendre ces chiffres. Ce dont on parle ici, là, les chiffres, cette augmentation du chiffre d'affaires, concerne uniquement les ventes e-commerce. Les ventes e-commerce depuis notre site Sandaia. Donc le 3W Sandaia, le B2C, est effectivement passé en 6 ans de 10 millions à 190 millions. Mais si on ajoute les autres canaux de vente, c'est ce qu'on va faire là, donc en proportion, eh bien, on se rend compte effectivement. Alors, le gris, ça correspond aux ventes B2B avec les comités d'entreprise. Et le orange, c'est les revendeurs. On va dire l'équivalent des marketplaces. En effet, pendant les premières années de Sandaia et jusqu'en 2017-2018, la commercialisation s'appuyait beaucoup sur des partenaires, voire des concurrents. Par exemple, le domaine du Verdon, en 2017, il pouvait être acheté via le site booking.com. Et vous connaissez, ils prennent une marge significative. Et il y avait donc plus de 30% des ventes en 2017 qui passaient par justement ces partenaires. Donc on a travaillé dur pour justement rééquilibrer tout ça et se réapproprier
les ventes pour passer donc de 28% à 86%. Donc réapproprier les ventes, ça permet, comme on vous l'a dit, de récupérer la marge. Ça permet aussi de construire la marque, d'être visible et donc aussi de maîtriser la commercialisation. Et grâce à ça, on a pu aussi mettre en place un espace client sur nos sites, mais aussi adosser un programme de fidélité. Et ça ne marche tout ça que si on maîtrise la vente de bout en bout. Et la dernière chose aussi, les bénéfices que ça a apporté, c'est cette augmentation de visibilité. Ça a bénéficié au B2B, donc aux ventes CSE. Jusqu'en 2017, en fait, les commerciaux devaient aller à la chasse aux clients, et après ça a basculé. Maintenant, c'est les clients, parce que les comités d'entreprise qui contactaient directement l'équipe des commerciaux de Sandaya. Alors, effectivement, 86%, c'est un grand pouvoir. Vous connaissez le proverbe. Et quand on revient en 2017, pour construire justement cette plateforme, il fallait partir de quelque chose. Et donc, première brique à poser, c'était de poser le site web, en commençant par choisir un gestionnaire de contenu. Donc, CMS, je sais que Michael n'aime pas ça, donc c'est vrai, on va parler de DXP, c'est le mot qu'on utilise maintenant. Donc, à quels critères ça devait répondre, c'est cette DXP ? Évidemment, solution pérenne, évolutive, qui s'appuie sur des standards au niveau développement, qui s'appuie aussi sur une base de développeurs établis, et qui, avec des process aussi de déploiement fiables. Un autre sujet très important que permet Ibexa et qui me tenait vraiment à cœur, c'est le découplage total entre le contenu et la mise en forme. Donc ça passe par des structures de données justement très structurées, très organisées, où les contributeurs, la consigne, c'est de ne mettre aucune indication de mise en forme. Toute la mise en forme est déléguée au moteur de template et au moteur de mise en forme. Et ça permet justement d'industrialiser la contribution. Quand on injecte du contenu, l'équipe doit se concentrer sur le sens pour le SEO ou pour nos clients, et pas sur savoir si on met quelle couleur ou telle mise en forme. L'autre bénéfice de tout ça, c'est que ça permet de redistribuer le contenu sur différents canaux. Sur l'appli mobile, sur des outils internes chez Sandaya, aussi sur le site web ou sur des déclinaisons du site web. Et ça permet, sur une deuxième dimension aussi, de s'affranchir des refontes graphiques ou des changements de charte. On peut toujours repiocher le contenu d'un point de vue programmatique et dans le moteur de template, et en piochant les informations, on reconstruit le contenu. Donc on n'a pas besoin de tout recontribuer. Ça fait une articulation avec la question de l'industrialisation de la contribution. C'était quelque chose qui nous semblait très important, de par le rythme de croissance que les années qui sont passées et les années qui vont suivre. Fallait vraiment avoir un effet levier autour de l'industrialisation. Donc il y a un très bon back-office dans Ibexa, mais on allait plus loin que ça en proposant des écrans spécialisés, vraiment spécialisés pour les métiers et pour les usages qu'on en fait, notamment avec l'édition en masse de contenu, avec des systèmes de contrôle. Alors, on va pas vous faire une démo là, mais n'hésitez pas à venir sur notre stand et on pourra vous en parler davantage. Dernier critère, c'est l'interopérabilité. En effet, dans un monde un peu spécial de l'hôtellerie de plein air, et donc, il y a beaucoup de systèmes sur le site qui sont interfacés avec d'autres outils du système d'information. Et la solution de DXP devait pouvoir s'interfacer avec l'ensemble de ces outils internes de Sandaya. Deuxième point qui nécessite effectivement une grande vigilance. Alors, jusqu'en 2017, il y a moins de 30% du chiffre d'affaires qui passe par le site web. Si le site y tombe, c'est un problème. Mais ce n'est qu'un problème. Avec 86%, si le site y tombe, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça qu'il est très important de trouver un partenaire fiable et une architecture qui soit aussi très fiable. 2023, 16 millions de visites. Une grosse journée web, ça représente environ 3 millions. Alors, petite anecdote, en réalité, c'est pas vraiment sur la journée. Ça se passe bien souvent plutôt entre 18 et 22 heures. Alors, généralement, c'est le dimanche. Il y a beaucoup de visites sur le site avec peu de transfo. La nuit porte conseil, ils ont vérifié les dispos avec justement les dates de congé avec leurs amis, leur famille et puis le RH. Et donc le lundi, c'est le lundi où souvent il y a moins de visites mais beaucoup plus de ventes. Il y a des fortes variations aussi de pics de charge selon la saisonnalité selon où on se trouve dans la saison, et aussi selon les campagnes marketing qui ont lieu, que ce soit pub direct ou alors le reportage stylé.
Donc, deux maîtres mots dans tout ça, c'est la résilience et la performance. C'est encore des sujets dont on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails aujourd'hui, alors que j'adorerais parler avec vous de performance. Ça concerne évidemment l'hosting, la performance, mais ça va bien plus loin que ça. C'est avant tout l'expérience client et ce qui est perçu par le client. Beaucoup de mécanismes ont été mis en place sur le site pour justement travailler ça et proposer quelque chose de plus efficace possible. Et le sous-sujet derrière ça, c'est aussi avoir des bons outils de monitoring et de profiling, aussi bien côté backstage, côté serveur, mais aussi côté client. Quelle est l'expérience réellement vécue derrière, par les clients derrière leur navigateur ou leur appli mobile. Alors, ça va souvent de pair aussi, de grandes responsabilités, ça s'accompagne de grandes contraintes. Alors, la liste ne va pas être exhaustive, hein. Mais on travaille dans un contexte international, aussi bien en termes de clients, de clientèle que de produits. Environ plus de 60% effectivement de nos clients ne viennent pas de France. Et le produit, effectivement, la tendance de Sandaia, la stratégie, c'est de s'élargir à l'international. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'Espagne, de l'Italie et de la Belgique. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Et cette croissance... Ah oui, cette intégration, donc c'est l'intégration fusion, hein, effectivement, un camping c'est une société qui existe. Quand on rachète un camping, c'est racheter une société, avec tout ce que ça implique. Et il y en a environ 7 acquisitions chaque année, alors c'est fluctuant, ça évolue entre 5 et 10, avec parfois des systèmes différents. Enfin, tout ça avec une équipe réduite, aussi bien en termes marketing, DSI ou équipe support. Une autre contrainte importante, c'est quoi le prix d'un produit ? Alors ça peut paraître anecdotique, mais pour autant, nous, le prix d'un produit, c'est pas simple. C'est compliqué pour trouver le prix d'un produit. Déjà, il faut que le client il ait saisi des dates. S'il n'y a pas de date de saisie, il n'y a pas de prix. Ensuite, une fois qu'on a des dates, qu'on a un hébergement, qu'on a une destination, eh bien, on peut interroger le moteur de tarif, qui évidemment, c'est des systèmes spécialisés, qui ne sont, c'est pas de l'NDXP, systèmes spécialisés de pricing, qui eux-mêmes délèguent la tâche à d'autres sous-systèmes avec des ordres de promo, vérification de la compatibilité entre les offres et la disponibilité. Alors, petite illustration, là, voilà, c'est cela du néerlandais, avec en plus, justement, quand les dates demandées par le client ne sont pas disponibles, eh bien, il y a une mécanique de suggestion de dates approchantes qui permettent de répondre à sa demande. Avec en plus une mécanique pour éviter les trous de planning, pour avoir justement toujours un taux d'occupation maximum. Donc c'est coûteux. Donc en effet, par défaut, il n'y a pas de prix. Il faut pouvoir saisir des dates et ensuite on évite. Donc il y a tout un mécanisme de cache et de lazy loading pour que ce soit le plus agréable pour le client. Mais ça fait partie des contraintes qu'il faut intégrer très tôt, dès la conception et idéalement même avant la conception de la plateforme B2C et même des autres systèmes de notre univers. Une dernière petite contrainte, le client, il achète sur la promesse d'une photo. Et la photo, on est la seule à lui proposer, parce qu'évidemment, le produit qu'on vend, on est les seuls à la proposer. Donc il n'a pas d'éléments de comparaison, et donc on doit être vraiment très percutant et très pertinent sur les visuels qui vont être présentés. Donc ces visuels, en plus, ils sont périssables. En effet, là, on a l'exemple d'un camping. L'année d'avant, il n'y avait pas de parc aquatique. Donc on gère environ 15 000 photos. Il y a 1200 produits, 1200 hébergements. Dans des visuels, il y a aussi des visuels de présentation, mais aussi des plans pour savoir comment est distribué l'hébergement. Donc ces visuels, il y a des shootings tous les ans sur un tiers de notre parc pour au bout de 3 ans avoir toujours des visuels qui soient récents. Ces visuels, alors évidemment, si on était dans le retail, on pourrait parler là ça ressemble beaucoup à des slides de placement de produits, mais on n'est pas dans le retail, donc c'est pas le cas. Donc ces visuels, ils sont intégralement gérés par Ibexa et déclinés en de multiples formats adaptés aux outils cibles, aux canaux cibles. Dernière chose, c'est qu'effectivement, dans le monde de Sandaia, Ibexa, on l'utilise une petite partie, parce qu'il y a effectivement beaucoup de fonctionnalités qui sont très spéciales et qu'on doit déléguer à d'autres systèmes. Mais Ibexa sait faire beaucoup d'autres choses,
Et donc, la meilleure personne pour en parler, c'est Michael, ici présent. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc il me reste quelques minutes pour vous donner un aperçu de ce que c'est IBEXA. Donc on parle de DXP, Digital Experience Platform, quand on évoque IBEXA. Et chacun de ces mots est important pour bien comprendre ce que c'est IBEXA. Donc vous avez vu un premier cas d'usage d'IBEXA par Sandaia et quelques-unes des fonctionnalités importantes d'IBEXA. Donc on a vu dans ce que vous a expliqué Vincent, il faut une solution qui soit simple d'utilisation. Ça c'est vraiment très très important. Vos équipes, marketing, métier, elles n'ont pas que ça à faire, elles doivent revenir de temps en temps sur la solution ou l'utiliser souvent. Il faut que ce soit simple à utiliser. Ça c'est vraiment un élément non négociable. Il faut que ce soit une solution qui soit performante, sécurisée, parce que vous faites du business avec, c'est votre image de marque, donc c'est une solution qui doit vraiment être au top niveau sécurité. Une solution qui doit être capable de s'interconnecter très facilement avec votre écosystème IT. Vous venez la brancher sur votre CRM, vous venez la brancher sur un moteur de prix, sur beaucoup d'autres outils. Donc il faut vraiment que ce soit performant et que ça puisse se connecter très facilement. Une solution qui doit être évolutive. On l'a vu avec le cas Sandaia, quand on passe de 2 millions à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une plateforme, on va lui en demander de plus en plus. On va vouloir développer des éléments spécifiques. Donc il faut que ça soit une plateforme qui soit robuste et qui sache supporter cette évolution et également tourner vers l'international. Tourner vers tous les pays où vous opérez déjà, où vous aurez envie d'opérer demain. Donc toutes ces fonctionnalités, elles sont intégrées dans IBEXA, mais on va beaucoup plus loin encore que ça. Et on aime bien ce petit schéma sous forme d'alvéole pour représenter un petit peu l'ensemble des fonctionnalités d'IBEXA. Et retenez ce mot, on parle de composabilité. C'est un mot que vous allez entendre, je pense, de plus en plus parce que c'est une vraie tendance, la composabilité. Ce qui veut dire que vous avez à votre disposition un ensemble de composants et selon ce que vous voulez faire, vous allez utiliser tel ou tel composant. Des solutions qu'on appelle Martech, il y en a plus de 14 000 qui sont référencées en 2024. Il y en avait 11 000 en 2023, donc 3 000 de plus en l'espace d'un an. Donc j'ose pas imaginer quand vous êtes sollicité, quand vous devez faire des choix, à quel point ça doit être compliqué de choisir la bonne solution. L'axe qu'a choisi IBEXA, c'est de choisir ces solutions pour vous, de les intégrer déjà entre elles, pour que quand vous avez besoin de ces solutions, ce n'est pas des projets supplémentaires qui se rajoutent, c'est déjà une solution qui est prête à l'emploi. Si je prends quelques exemples, une petite alvéole ici, collecte des données. Donc beaucoup de nos clients veulent capter de la data, donc de la donnée consentie, des jeux concours, des quiz. Donc ils vont récupérer de la donnée facilement, c'est des formulaires, des jeux qu'ils vont très facilement créer avec un outil qui est mis à disposition par IBEXA. Ils vont récupérer de la donnée. Cette donnée, ils vont l'envoyer dans leur Customer Data Platform qui va venir agréger toutes leurs sources de données et pouvoir segmenter très facilement leurs utilisateurs. Et ensuite, dans leur outil de CMS, de présentation du contenu, ils vont pouvoir personnaliser complètement le contenu qui est proposé aux différents utilisateurs en fonction de ces différents segments. Donc vous voyez quelques-uns des composants de la DXP IBEXA. Il y en a beaucoup d'autres. On parle beaucoup de personnalisation, il y a des possibilités d'espace de travail collaboratif, un gestionnaire de produits, un PIM, un DAM, etc., etc. Beaucoup de fonctionnalités dans IBEXA qui vous permettent de réaliser un projet sur mesure. Et pour finir, quelques-uns des cas d'usage et quelques autres clients qui ont fait confiance à IBEXA. Donc on a un cas d'usage typique d'industrialisation de contenu. On a des clients comme Nood qui a fait un témoignage ce matin, ou alors Pierre Fabre qui utilise IBEXA pour l'ensemble de leurs marques dans l'ensemble de leur pays. Donc être capable de créer des nouveaux sites très très rapidement. Des portails de services, extranet, intranet. Donc exemple de Seva par exemple qui utilise IBEXA pour cette façon. Des expériences e-commerce bien entendu, il y a toutes les fonctionnalités e-commerce intégrées dans IBEXA. Et puis, ce qui est vraiment au cœur dans le X de expérience, c'est cette notion de personnalisation pour que l'expérience que vous donnez à vos clients soit unique.
Voilà, en quelques mots, vous présenter ce que c'est Ibexa. Je donne le mot de la fin à Laurent. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette conférence. On vous a présenté quelques cas d'usage autour de Sandaia. La réappropriation de la commercialisation, l'industrialisation de la contribution, l'augmentation du volume de stock. On vous a présenté un cas d'usage qui était la fidélisation. Donc c'est plein de cas d'usage qui sont inhérents au contexte de Sandaia, et je suis sûr que vous avez vos propres cas d'usage, vos propres contextes, et on est présent au stand C69, Ibexa et Codeine. Donc si vous voulez nous exprimer vos cas d'usage, on serait ravis de voir avec vous comment on pourrait trouver une solution pour y répondre. Autour même d'un petit smoothie, parce que Ibexa a proposé un stand à smoothie également, donc joindre l'utile à l'agréable. Je vous remercie beaucoup.